Salut tout le monde. Oh les mecs, sur la vidéo Brigitte Macron, déjà je le dis, c'est une réaction à chaud. Deuxièmement, je soutiens Brigitte Macron. Mais vous avez des réactions franchement disproportionnées à l'émotionnel entre celui qui me dit, alors le prends pas mal, te vends pas mec, comme si je m'étais vendu. Eh mais les gars, vous les captez comment les informations? J'ai défendu une femme contre un malotru. J'estime être plus proche de cette femme que du malotru. Ça ne veut pas dire que je soutienne Macron ou que j'adhère au système. Vous arrivez à débloquer des problèmes. C'est tout. C'est-à-dire, si t'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est pourri. Si... Non, on peut défendre Brigitte Macron sans être... voilà, non, mais moi, je vous trouve vraiment à l'émotionnel, quoi. Je défends une femme qui me semble plus proche qu'un officier parachutiste d'extrême droite falot qui ne vous apprécie pas plus. Voilà, donc je distingue ça de la politique de son mari, qui n'est qu'un pion aussi. Et puis j'évite de mettre de la haine là-dedans, parce que la haine, à la limite, on peut la placer ailleurs. Voilà. Après, je sais pas, essayer d'aller au-delà du raisonnement, c'est bien, c'est pas bien, et aller au-delà. Qu'est-ce que ça signifie? Putain, je vais pas faire le boulot, sérieux, c'est ça le truc aussi. Tu mets une vidéo, non mais on discute. Donc on n'est pas forcément toujours obligé de se dire des gentillesses à condition de dire pourquoi tu es exaspéré. Et je suis exaspéré parce que je vois beaucoup de gens qui ne raisonnent qu'à l'émotionnel. Vous savez pas faire une analyse. Il y a un type qui se permet ce qui se permettrait pas il y a 20 ans. Ça montre que le pays a une baisse de prestige, que nos chefs, nos pseudo-chefs sont bidons. Ça montre aussi qu'on arrive à un niveau. Regarde, je vais te la faire l'analyse. C'est ça que tu aurais dû me dire. C'est pour me dire, hey, t'es un vendu, te vends pas, fais pas ci, je comprends pas, je n'arrive pas à te comprendre. Mais t'arrives pas à me comprendre de quoi? C'est-à-dire, par exemple, dans la rue, tu passes, t'as un mec qui agresse Brigitte Macron, t'interviens pas parce que t'aimes pas la politique de son mari. C'est exactement la même chose. En plus, c'est une drôle de hiérarchie. Je me sens plus proche des Macron, même si le mec il m'entube, je m'en fous de Macron, mais que de Bolsonaro. Après, je sais pas, bizarre, hein. Que Macron s'occupe de la richesse de son pays? Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je réponds aussi à quelqu'un d'autre, mais je réponds tranquille. Faut pas non plus tout mélanger, je veux dire, tu vis en France, il y a quand même une redistribution des richesses, on vit un peu mieux qu'au Brésil, il y a un peu plus de justice sociale, il y a un peu plus de sécurité, il faut pas non plus aussi à un moment donné dire n'importe quoi sous prétexte qu'on n'aime pas le système, c'est à ça qu'on n'est pas crédible. Que Macron aille s'occuper de la redistribution des richesses, écoute, Macron ces derniers temps a redistribué un peu plus des richesses, merci aux Gilets jaunes. Bolsonaro, lui, il accroît la pauvreté. Il n'y a pas de redistribution de richesse au Brésil. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de CMU. Je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent d'un pôle emploi. Les conditions de vie sont très, très, très difficiles. Donc, si tu me dis que Macron aille et tout, je crois que tu te trompes de combat. Parce que là, c'est quelque part, c'est cautionner ce que fait Bolsonaro, qui est encore pire que Macron. Bolsonaro, lui, c'est ces flics qui tuent des enfants. Bon, ici, il est borgne. Il y a quand même. Voilà, je réponds un peu à chaud à tout le monde. On est dans le cadre d'une discussion, on est dans une chaîne où on discute, où on se dit les choses avec dans le respect comme là et tout. Donc voilà, donc après, évitez de trop réagir à l'émotionnel. Puis moi, je vous dis les choses telles quelles, mais avec respect. Voilà, non, non, mais après, s'il y en a qui sont susceptibles, sache que moi, je reçois tous vos messages aussi, que personnellement, je suis un peu déçu du niveau d'analyse. Il n'y en a pas. L'analyse, elle est très simple. Depuis quelques années dans le monde, on assiste à une recrudescence de chefs d'État ou pseudo-chefs d'État très populistes, très vulgaires, qui défient les règles du jeu de l'échiquier diplomatique, qui sont instables eux-mêmes, Duarte, Trump, mais il y en a d'autres et tout, et qui inquiètent, puisque des gens instables peuvent provoquer des guerres beaucoup plus facilement que des gens qui sont dans la diplomatie et la faucuterie. Ce que fait Bolsonaro montre que le prestige de la France a été abaissé, mais archi abaissé. Et il le fait aussi pour son électorat, pour dire, regardez, je suis une grande gueule. Donc quand les populations de pas mal de pays, de partout, là, tous les pays veulent des grandes gueules, des mecs, ouais, il faut et tout, on est dans les années 30. Il ne faut pas s'étonner après que ces aventuriers t'emmènent n'importe où. Donc moi, quand je vois Bolsonaro au Brésil, je m'inquiète. Je m'inquiète. Ouais, je m'inquiète pour la Guyane. Tu veux dire, j'habite pas en Guyane? Oui, non, mais je peux faire preuve d'empathie quelque part. Je m'inquiète pour beaucoup de choses. Je m'inquiète pour l'Amazonie, puis je m'inquiète pour les Brésiliens aussi. Je trouve que les Brésiliens ont été plus classe que vous, puisque les Brésiliens et beaucoup de Brésiliennes ont posté, en gros, à Bolsonaro que c'était juste un gros blaireau et un beauf. Tu vois, j'ai beaucoup plus apprécié la réaction des Brésiliens et Brésiliennes qui lui disent effectivement de pourquoi il attaque Brigitte Macron qui lui a rien fait, que le niveau de l'attaque il est minable, que de penser que parce qu'on défend une femme, on s'est vendu au système. Ah mais non, mais bon, je le dis comme je le pense aussi, je le dis tranquille, hein.
J'ai cité personne. Je vous réponds en plus. C'est bien, on dialogue. Mais je sais pas, on va parler d'Inception, Inception. Mais voilà, non, non, mais bon, voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, ne réagissent qu'à l'émotionnel, ne font pas preuve d'analyse, de discernement. Et puis je te rappelle que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, qu'on peut peut-être apprécier des trucs, des volets, des machins. Et puis bon, moi je personnalise pas le système à Macron, c'est-à-dire que Macron personnellement c'est un pion, je le croise demain, je m'en fous de Macron. Je le croise, il habite dans mon immeuble, bon, ça sera jamais le cas, je le calcule ou je le calcule pas, je lui dirai même bonjour par politesse. Mais aussi, faut pas être aussi trop. Je veux dire, il m'a rien pris à moi. Un gilet jaune qui perd son œil, je comprends là qu'il ait la haine contre Macron ou un CRS, mais moi il m'a rien pris, j'ai pas envie d'être haineux, j'ai envie d'analyser les choses, mais de rester humain. Et pas de me jeter, même si moi-même c'est une analyse à chaud, c'est juste que je vois un goujat qui dit des conneries sur quelqu'un qui lui a rien demandé, je vois une injustice, c'est ça que je vois, moi je vois une injustice et il y a des gens qui voient le système et qui mélangent tout, non. Alors on va passer au film, en ce moment, enfin depuis un certain temps, hein, parce que je vous ai... Il semble que j'ai parlé de Dark City, j'ai parlé de 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai parlé d'une série de prisonniers, j'ai parlé de Westworld, j'ai parlé de Matrix, merci à la clé que vous lui avez fait. Effectivement, là c'était beaucoup plus intéressant de vous lire. Alors je vous rassure, je ne compte pas devenir critique littéraire parce que je n'en ai ni le temps, ni l'envie, ni les compétences. J'ai toujours pensé qu'être fan de cinéma, un vrai cinéphile, c'était quelqu'un qui avait quand même des éléments pour apprécier les plans, des choses que moi je vois mais que j'ai du mal à interpréter, alors je me fais mon propre langage, avait une culture aussi. Je veux dire, quelqu'un qui regarde tous les films qui passent au cinéma, Hollywood, tout ça et tout, c'est quelqu'un qui consomme des films, mais c'est pas quelqu'un qui est forcément cinéphile. Un cinéphile va te parler de Godard, va te parler, je sais pas, de Fellini, va te parler des Torres Scola, va te parler de John Ford, va te citer des trucs, connaît. Il a l'histoire au plaisir à regarder les films. Après, il va regarder, tu auras des gens spécialisés dans les films indiens, les films japonais, les films chinois du 8e siècle. Moi, j'ai pas, c'est pas mon truc. Je suis plus livre et je suis plus. Enfin bref. Mais les films que je vous propose à l'analyse, c'est mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends à rien. Je suis pas polytechnicien. Moi, je suis pas psychologue. Je fais ce que je peux. Tu prends pas. Tu participes pas. Mais voilà, tu vois, c'est pas non plus. Faut pas, ça va, c'est pas. Je suis pas analyste au FBI ou à la DGSE. Mais bon, ces films, si je vous les ai présentés, c'est parce qu'ils m'ont permis, comme lorsque je vous ai présenté des armes, de parler d'autre chose. De porter une analyse sur une situation, un pays, une société, un thème, une idée. Nous sommes ici pour parler d'idées. Dans la vidéo sur Brigitte Macron, je m'excuse de revenir dessus, c'est plus l'idée qu'il faut retenir, plus que les personnes, l'idée de pourquoi à tel niveau il y a un goujat et pourquoi, comment, etc. C'est comme ça que tu réfléchis, de manière lucide. Chacun de ces films, en fait, c'est une variation d'un même thème, c'est toujours les mêmes questions métaphysiques. Alors, il y a plusieurs types de science-fiction, parce que jusque-là, on a parlé de science-fiction, vous avez la bonne et la mauvaise, ça c'est clair. La mauvaise, c'est celle que tu n'aimes pas. Comme ça, c'est très simple. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, moi, je vais te dire, ouais, la mauvaise, c'est celle-là, 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 et toi, tu vas peut-être apprécier. Donc, elle est mauvaise. Enfin, voilà, on est dans le relativisme. La mauvaise, c'est celle que tu n'apprécies pas. Et dans la bonne, il y a deux catégories. Tu as celle qui fait de l'anticipation, de la fiction, qui parle des questions sociales, des questions sociologiques, des questions, je sais pas, Bienvenue à Gattaca, 1984, le meilleur des mondes, on est d'accord, il parle de la société humaine, à l'avenir de l'humain, son rôle, etc., etc. Et tu as celle qui aborde les questions métaphysiques, les classiques questions métaphysiques, les questions ontologiques, c'est-à-dire sur l'existence, hein, nous, l'univers, quelle est notre nature, quelle est la nature de l'univers, où sommes-nous réels, ne le sommes pas. Et là, tu as de la bonne SF, tu as du Philippe Dick, tu as du Théodore Sturgeon, Clifford Simak, Van Vogt, Asimov, Robert Hélène, Silverberg, Arthur Clarke. Philippe Dick, je l'ai cité. Poul Anderson.
Attends, ça me revient, c'est ma lecture de gosse. Je lisais que ça, moi. Ce qui m'a donné un petit bagage quand même. Et c'est ce qui, parce que c'était le seul distraction où tu abordais des thèmes sérieux qui nous intéressaient plutôt que de voir. Alors moi j'ai, nous on a, écoute, moi j'avais 15-16 ans, il y avait Dragon Ball Z, on avait passé l'âge, puis bon, c'était pas notre truc, hein, je m'excuse pour ceux qui aiment et tout, donc on avait ça. Bref, cette SF là m'intéresse parce que ça me permet justement de parler avec Matrix. On a parlé du gnosticisme, du mémétisme, on a parlé de tout un tas de choses. Et ben là, avec Inception, après avoir abordé Dark City, Matrix, et peut-être on évoquera en tout cas passé virtuel, ben avec Inception, ce sont les 4 films. Ces 4 films-là, si tu veux, m'ont permis d'opérer une variation moi-même sur un même thème. Vous allez voir, c'est cool, c'est tout fait pour l'instant. Peut-être que j'évoquerai avec vous le film Transcendance et le film Existence. Pas sûr. Voilà. Mais ils ont des similitudes. Ils parlent de la même chose, pas de la même manière, et il y a des nuances, et c'est intéressant. Lorsque j'ai préparé Matrix, j'ai pensé dans ma tête, une bonne analyse, c'est une analyse qui est plus longue que le film. Et bien en bossant Inception, j'ai réussi à faire une analyse et elle sera beaucoup plus courte que le film. Il n'empêche que ça sera une très bonne analyse aussi, qui va mettre en exergue des choses que vous n'avez peut-être pas vues. C'est dans Matrix, alors regarde, dans Dark City, tu as un symbolisme. Dans Matrix, tu as un putain de symbolisme. Chaque truc est à. En fait, la forme, le décor, exprime le scénario aussi, participe au scénario, l'enrichit, plein de symbolisme. Là, non, tu t'en fous. C'est un film d'action qui suscite des questions métaphysiques. Alors que dans Matrix, on avait des lectures à plusieurs niveaux et les questions étaient posées. Là, elles sont suscitées. Tu peux regarder ce film comme un film d'action, de SF. Et tu peux le regarder sous un autre angle. Mais il n'y a pas de lecture à plusieurs niveaux là. Il n'y a pas besoin de compter le nombre de balles, pourquoi il est habillé en vert, pourquoi elle est en rouge, pourquoi il fait comme ci, pourquoi il fait comme ça. Le scénariste, le réalisateur, c'est Christopher Nolan. Alors vous le connaissez, il a fait des trucs de l'alimentaire, tu sais, des trucs où les mecs qui se mettent en collant, ils font les super-héros. Là, j'ai toujours trouvé ça ridicule d'ailleurs. Les mecs en collant qui se baladent avec des slips sur leur collant. Donc il a fait quelques blockbusters et autres pour bouffer, hein, il a raison, mais il a fait des bijoux. Memento, allez voir Memento. Ben Memento, c'est pas de la SF, c'est un mec qui refait toujours la même chose, qui perd la mémoire. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Tu retrouveras Trinity dedans d'ailleurs. C'est un film où tu t'aperçois que l'homme n'est plus rien du tout, sans mémoire. Il n'est plus rien. En fait, c'est toujours des questionnements sur l'humain. Le prestige, vous le connaissez, avec le fameux tour de magie. À la fin, on s'aperçoit que petit côté surnaturel. Transcendance, que je vous présenterai peut-être, il faut que j'aille le voir. Interstellar, qui est magnifique. Alors, chocolaté, bien à toi. Je ne parlerai pas d'Interstellar, parce qu'Interstellar est un film de physicien, en fait, qui évoque la relativité générale, l'écoulement du temps différent selon le plan, enfin sinon le référentiel. Et c'est un film très intéressant. Par contre, c'est un super film, hein, très abouti, avec des bons acteurs et tout. Moi, j'ai bien aimé. Comme quoi, on peut faire des films commerciaux, des blockbusters de qualité aussi. Ça, ils savent faire aussi, les Américains. Prometheus, par exemple, qui reprend la légende sumérienne de la création de l'homme et qui, derrière le film Prometheus, tu as les légendes sumériennes des dieux Anunnaki qui nous auraient créés en tuant le dieu Kingu et en le mélangeant à je ne sais quoi. C'est pour ça qu'en le mélangeant à de l'ADN de singe. Christopher Nolan a fait ça et il a fait ce film. Ce film, c'est une bombe atomique, ce film. C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. À l'image de beaucoup d'auteurs, il écrit certains de ses films. Donc là, on retrouve l'habituelle déclinaison. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est pas. C'est un film d'action. C'est toi qui vas faire les questions. Il n'y a pas de lecture à plusieurs niveaux. Alors, je regarde mes notes en même temps, hein. Avec Inception, on revient encore sur le questionnement sur le réel. Et ben moi, je vais vous dire une chose, les gars. Le questionnement sur le réel, vous allez l'oublier. Vous allez voir qu'il est inutile. Je remercie Chacha de la Réunion qui me dit ouais mais Superman c'est un personnage mais il existe, il n'est pas réel. Si.
Pour ceux qui ont lu Le Monde de Sophie, vous allez comprendre. Pour les autres, j'ai créé un bouquin, j'ai créé un plan avec des... Il y a une réalité. À partir du moment où il existe, il est réel. Un rêve est réel. Et réel, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu vois ce que je veux dire, c'est ça le réel. À la limite, tu devrais t'interroger plus sur le solipsisme, parce que ce que tu ne vois pas existe. Comme on peut le voir en quantique, où finalement il n'y a rien tant que tu ne fixes pas quelque chose qui apparaît. Et voilà. Tout est réel. Ben, Superman, c'est un personnage réel. C'est un personnage. On t'a pas dit que c'était un être qui vit physiquement sur notre plan. On te dit juste qu'il est réel, puisqu'il existe, puisque je le nomme, il existe en tant que concept, il existe en tant qu'image, en tant qu'archétype, mais il est réel. Dans Matrix, finalement, on s'interroge sur quoi? Quelle que soit la cible, est réel ce que tu vis. C'est tout. Est réel ce que tu vis. Ce qui apparaît. Les personnages d'un livre sont réels, mais c'est des personnages d'un livre. Maintenant, c'est pas des êtres. Ils n'ont pas conscience d'eux. Jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord. De toute façon, il leur manque l'énergie dans un livre. C'est elle qui mue, qui fait bouger les choses. L'information seule, voilà, il te faut l'énergie du lecteur ou l'énergie tout court pour mouvoir, pour animer et donner l'âme. Soyez un livre ou n'importe quelle création. Tu es un dieu, un démiurge, parce que tu crées. Tu peux créer sur ton plan. Mais sur ton plan, tu peux créer des plans, d'autres plans, des bulles. Il y a des dimensions psychiques, il y a des dimensions oniriques, il y a des dimensions livresques. Et dans un livre, tu as des personnages, c'est un monde. C'est un monde dont le tissu, c'est quoi? C'est des pages, écrit avec de l'encre. Toi, tu écris avec de l'énergie, c'est pareil. Voilà. La différence, donc, comme je te l'ai dit, c'est que... Enfin, la question n'est pas de savoir si tu es dans le réel ou pas. Ce que tu vis est réel, un rêve est réel, une transe est réelle, ton illusion est réelle. Ta cime est réelle, puis si tu vis dedans. C'est vrai au final. C'est pas ça la question qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le libre arbitre finalement. Et bien avec Inception, on savait déjà que le monde dans lequel nous vivions était une illusion, bien réelle, mais une illusion. Illusion dans la mesure où nous ne connaissions pas sa nature. Nous savions déjà qu'à la mort, ben, notre véhicule, notre corps restait dans le plan. Que nos souvenirs se dissipaient. Et ben avec enfin, qu'on était peu de choses, mais qu'on était encore quelque chose. On était ce que nous faisions et ce que nous vivions. Il nous restait ça. Et encore, à la mort, ça disparaît. D'où mon questionnement sur la réincarnation. Tu comprends? Ton corps appartient au plan. Qu'est-ce que tu es réellement, ce que tu vis? Ce que tu penses, ce que tu fais. D'accord? Voilà. Et quand tu meurs, il n'y a plus ça. Donc, voilà. Jusque-là, je suis clair. Enfin, j'espère. Avec Inception, on va s'apercevoir que tu n'as même plus ça. Puisque ce que tu fais, ce que tu vis, tu l'as peut-être pas forcément décidé et pensé, toi. En fait, avec Inception, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. T'es rien. C'est pas il n'y a rien, c'est que t'es rien. T'es rien. Puis, Inception, il me fait chier le mot. C'est aussi de la pure mémétique. Tu t'aperçois que finalement, les mondes sont juste des plans et des bacs à sable et des terrains de jeu qui n'existent que, et le décor c'est nous, qui n'existent que pour animer et permettre à des idées de s'animer, d'y vivre, de se déployer. Finalement, seule peut-être existe l'information et l'énergie, et que cette énergie crée les plans dans lesquels l'information peut exister. Tout le reste n'existe pas, c'est du décor. Tu vois, voilà, il y a plein de questionnements comme ça. En tout cas, avec Inception, tu t'aperçois que même ce que tu penses et ce que tu décides, c'est peut-être pas toi. La vraie question, c'est le libre arbitre. Quel est notre degré de liberté? Est-ce qu'on en a un? Si tu es dans un rêve, tu le sais pas. Si tu es dans un livre, tu le sais pas. Si tu es dans une sim, tu le sais pas. Ce que n'arrive pas à capter certains, c'est que si tu es dans une simulation, et c'est pas moi qui le dis forcément, parce que s'il te faut de la norme et du professeur Jean-François Je sais tout en costume, je peux t'en apporter ou tu peux en trouver sur internet qui disent que être dans une sim, on peut pas démontrer qu'on n'est pas dans une sim. C'est comme quand tu es dans un rêve, tu le sais pas. Ouais. Donc on revient sur ce questionnement à propos du réel, à propos des absolus aussi. Tous ces films te montrent qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas une base. Oui, mais dans Matrix ou dans... Oui, il y a une base... Ah, attends. Dans Matrix, on te fait croire qu'il y a une base réelle, mais au final, il n'y a rien de réel. Là, on te dit qu'il y a une base réelle, mais il y a un doute qui plane à la fin. Est-ce que sa base réelle où il retrouve ses enfants Cobb, tu vois la toupie à la fin qui tourne. Bon, elle vacille peut-être un petit peu, mais elle tourne. Et on ne voit pas s'il est dans le rêve ou pas, étant donné que cette toupie est son totem et lui permet de savoir s'il est dans un rêve ou pas.
Quelques indices font dire à certains qu'il n'est pas dans le rêve parce qu'il voit ses enfants de face, il a perdu sa bague. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je suis désolé, hein. Je ne vais pas vous le faire minute par minute, mais je vous invite à aller le voir, vous le trouverez facilement. Mais donc un scénario moins symbolique, je vous rassure, on va rentrer, on va être plus explicite. Un film d'action qui suscite des questions. La forme ici sert plus l'action que la réflexion, comme dans Matrix, où la forme participait au scénario parce qu'elle te donnait beaucoup d'informations ou confirmait des choses, ou dans Matrix, systématiquement, quel que soit l'interlocuteur qu'il a, tu as la matrice derrière, tu as les coups de tonnerre, c'est Dieu en fait. Ah, systématiquement, Trinity parle avec l'autre, qu'est-ce que tu vois, un ordinateur au lieu de les voir. Ah, systématiquement, quand n'importe qui intervient, j'ai oublié de vous le dire, tu vois l'ordinateur. Tu vois la référence au démiurge, à la matrice et à l'architecte qui permet à la matrice qu'il a construite de tourner. Qu'il soit dans le building, il parle à son patron, on lui montre le ciel, qu'il parle à Morpheus, il y a le coup de tonnerre, donc des deux côtés c'est le même patron, le triangle, voilà, je voulais revenir à ça. Ici la forme elle sert l'action, et tant mieux, bons effets spéciaux, tout ça. Je vous parle du film, et après on compare avec les autres films, vous allez voir que c'est intéressant. Alors l'histoire elle est simple, hein. On part sur une base réelle, comme quoi il y a un monde réel, là on se pose pas, c'est pas une histoire de monde, de machin. Il y a une base réelle, il y a un monde réel, le monde que tu connais, hein, parce qu'on le voit. C'est dans un futur proche, très proche, parce que comme on les voit habillés et autres, on se dit c'est pas non plus en 2100. Tu as Cobb, Leonardo DiCaprio, il joue bien cet acteur, hein, il fait des bons films en vrai. Qui est un bandit. C'est comme Neo en fait. Enfin lui il a été poussé à être bandit. C'est marrant parce que dans Dark City, le mec, on l'a poussé à être bandit, on l'accuse de meurtre. Et dans Passé virtuel aussi. Ça démarre toujours sur un petit truc, une injustice. Alors, ils sont pas tous bandits, mais lui, c'est un bandit parce qu'il utilise une technique toute nouvelle de rêve partagé. Tu crées un rêve où tu fais rentrer des gens. Un hangout, en fait. Non, mais ici, un hangout, mais dans le sommeil, c'est ça, hein, c'est ça. Ça permet donc de s'introduire en équipe dans un rêve où tu as fait rentrer la cible. Cette cible est souvent un industriel. Pour lui voler les secrets qu'elle pourrait avoir dans son inconscient. Tu crées un rêve, tu crées un plan d'existence dans lequel tu rentres certaines personnes. Il faut que tout le monde dorme, donc ça suppose que tu endormes le gars, que son corps dorme. Son corps appartient au plan supérieur, c'est son esprit qui est dans le rêve. Tu le fais rentrer dans ce rêve et tu peux le manipuler pour lui voler ses secrets. Et ceci au profit de multinationales, d'autres multinationales. On est ici, encore une fois, comme dans Matrix. Matrix a quel système, mais ne remettez pas vraiment en cause le système. Là, on est dans le cadre du vol industriel, mais un hacking, c'est un vol d'infos. Tu rentres quelque part. Là, il rentre et il vole. Un hacking, c'est je rentre et je prends des données, je prends quelque chose. Ou je peux prendre. Voilà. Et on part sur une base réelle. Ça part un peu comme Matrix, mais on sent déjà que on le sait déjà que ça ira pas comme Matrix. Donc, comme Neo, c'est un bandit, c'est des pirates qui vivent du système. C'est des créations du système, en fait. S'il n'y a pas de système, ils n'existent pas. Le système crée ses parasites. Comme YouTube crée ses trolls. Enfin, voit émerger ses trolls. Il ne les crée pas lui, non. Cobb est accusé du meurtre de sa femme. Il a 2 enfants. Il a donc dû fuir les USA. Et il vit comme ça, hein, au petit bonheur, avec son équipe. Hein. Il loue ses services et son expertise sur les rêves partagés à tous les industriels qui le veulent bien. Donc il se balade un peu partout dans le monde. Il est à Paris, il est un peu partout. Il ne se pose aucune question métaphysique, lui. Lui, il se pose des questions sur sa vie, l'injustice, il aimerait revoir ses enfants, et en plus, il a une femme donc, qui s'est suicidée, on l'a accusée de meurtre, elle s'est suicidée parce qu'elle participait avec lui à ses expériences de rêve partagées. Ils ont même décidé, à un moment donné, ils avaient décidé de vivre dans un des rêves, elle voulait y rester, il voulait en sortir, à un moment donné, elle a été prise de folie, elle était dans une dépression plutôt, elle a cru quand elle était à un niveau de réalité, enfin elle était dans le réel et elle s'est suicidée croyant qu'elle était encore dans un énième rêve. Puisque en fait il y a différentes couches de rêve. Tu as un rêve, le rêve d'un rêve, le rêve d'un rêve, c'est une mise en abîme qui est terrible par contre. Là on n'a pas des signes côte à côte. C'est un film géométrique. On a un rêve et dans le rêve il y a un autre rêve et dans le rêve il y a un autre rêve et ainsi de suite. Et là on a quelque chose d'énorme, on a la limite, les limbes qui ne peuvent pas aller au-delà. Et ce qui est, écoute, c'est magnifique. Nous, on veut sortir de l'immeuble. On sait déjà, avec ce film, il nous donne une limite basse. La limite hausse, c'est l'infini. L'infini courbe qui revient par en bas. L'infini ligne droite. Mais en tout cas, on a une limite, c'est les limbes.
Quand tu as ces plans d'existence. Et puis les limbes, c'est marrant. En grec, limbe, c'est le lieu qui n'existe pas. Et puis c'est aussi marrant. Dans le film, ils te disent que dans les limbes, ils ne peuvent pas aller au-delà, ils ne peuvent pas créer un... Bon, les choses se délitent. Le temps s'étire à l'infini. C'est marrant. Plus on va en bas, plus le temps s'étire à l'infini. Alors qu'en physique, c'est l'inverse. La vie d'un microbe, c'est très très court par rapport à nous. Plus tu vas vers le bas, plus ça va très très vite. Là, c'est l'inverse. Le temps s'étire à l'infini. On est dans une forme de trou noir, quelque part un lieu qui n'existe pas, et un temps qui s'étire à l'infini, c'est le temps qui s'étire à l'infini lorsque tu ne vois pas l'observateur passer l'horizon, la sphère d'horizon d'un trou noir, tu continues à voir son image à l'infini alors qu'il est déjà passé. Donc on a quand même pas mal de concepts physiques intéressants, c'est un film géométrique, voilà, c'est pas des mondes parallèles, dans une énorme cime qui les englobe. Le monde des machines, est-ce qu'il existe? Nabucodonosor et Sion, c'est une cime, et tu as la cime classique et tu passes de l'une à l'autre par téléchargement. Non, là, c'est comme ça. C'est imbriqué. C'est une structure matrioshkale. Poupée russe. Ça s'appelle une mise en abîme. Voilà. Au moment où démarre le film, oui, et puis en plus, on est aussi dans un film sur la relativité parce que selon le rêve, le temps ne s'écoule pas pareil. Et quelques minutes sur un plan onirique proche des limbes, c'est quelques heures dans le rêve du dessus. Ça aussi, ils vont jouer puisque le film démarre sur, comment il s'appelle, DiCaprio qui essaye d'infiltrer une île et qui se fait trahir par le fantôme de sa femme. En fait, c'est la projection de sa culpabilité parce qu'il se sent coupable du suicide de sa femme. Donc on voit sa femme apparaître. Elle s'appelle Mal. En fait, c'est une projection de son remords personnifié avec la gueule de sa femme, Marion Cotillard. À chaque fois qu'elle apparaît, t'as du Edith Piaf. Hein, c'est une musique pour bien t'imprimer le truc. Et c'est elle qui le balance et il se fait capturer par des hommes et amené devant le vieux Saito. Et en fait, Saito, c'est le type qui, à la base, veut l'utiliser. Non, Saito, c'est le type à la base sur lequel il va travailler. Il va essayer de lui voler des secrets et qui va l'embaucher. Ouais, je sais, c'est compliqué parce qu'il joue avec les plans et en fait, il fait un effet feedback, quoi. Voilà. Une partie du futur, il te le met au début. Voilà, donc le film, il démarre sur une tentative d'extraction sur un industriel japonais, Saito, qui foire, Saito langage, pour implémenter une idée. Alors, jusque-là, ce type pouvait créer un espace et faire rentrer différents protagonistes. C'est ce qu'on appelle un rêve partagé. Ça permettait à la cible, au pigeon, de se faire dépouiller des idées. Ils arrivaient à le manipuler dans le rêve. Ils jouaient des jeux de rôle, etc. C'est ce qu'on appelait donc l'extraction, cette opération. Mais lui, on lui demande un truc beaucoup plus compliqué, qui n'a jamais été fait, c'est l'inception, implémenter une idée qui n'est pas de toi, dans ta tête. Et il veut implémenter Saito, qui est un industriel, qui est le numéro 2 de je ne sais quelle industrie, il veut implémenter dans la tête d'un type qui s'appelle Fischer, qui est héritier de son père, il veut implémenter l'idée que son père a voulu qu'il démembre son empire industriel. Comme ça, Saito, il passe premier. Ce Fischer devient la cible. Et Saito, qui les a attrapés, leur propose ça et dit à Cobb, si tu réussis ça, j'ai qu'un coup de fil à passer, t'as plus d'histoire, tu peux retourner aux USA, tu seras blanchi. Je connais beaucoup de monde aux USA, on peut t'arranger ça. Une histoire très terre à terre. Il cherche sa rédemption. Il a retrouvé ses enfants. Je ne vais pas vous raconter le film, parce que le film, c'est une exploration sur 4 niveaux. Entre le réel, 3 couches de rêve et les limbes. Même 5 niveaux. Donc ça va être poursuite, ça va être haletant, ça va être un jeu scénaristique. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le temps déjà, comme je vous l'ai dit. Donc plus on descend de niveau, plus le temps se ralentit. Là, nous sommes dans des dimensions oniriques. Mais tu crées des simulations dans des simulations dans des simulations, c'est la même chose. Hein, on est d'accord. Dans le symbole, c'est la même chose. Tu crées un livre dans un livre dans un livre, c'est la même chose. Donc finalement, on parle de la même chose que dans Matrix. Sauf que là, le questionnement, l'histoire est faite différemment. Cette histoire de temps-là aussi, il faut savoir que dans Matrix, par exemple, dans Matrix, il y a un truc, si on veut chercher la vraisemblabilité, c'est que si je crée une simulation, on ne sera pas dans le même temps, il faut nous synchroniser. Ça va peut-être beaucoup plus vite chez eux, ou beaucoup plus lentement que par rapport à moi, parce que c'est pas le même temps. Voilà pourquoi on dit par exemple l'univers, le temps n'existe pas. Le temps a démarré en même temps que l'univers. Oui, le temps il a démarré en même temps que la sim, c'est le temps propre de la sim, c'est pas le temps de l'ordinateur, c'est pas mon temps, c'est pas le temps supérieur, etc.
Là, on voit quand même qu'il y a une interrogation sur le temps, c'est intéressant. Un relativisme. Selon le plan, le temps n'est pas le même. Il n'y a pas un temps absolu. C'est marrant d'ailleurs. Enfin, il y a un temps absolu, le temps du réel. Il peut te dire à telle nanoseconde j'ai fait tel rêve et dans ce rêve, dans un autre rêve, ainsi de suite. Mais c'est très compliqué. Pour qu'il y ait un temps absolu, il faudrait pouvoir épouser tous les plans et avoir une horloge qui épouse tous les plans. À tel moment, le truc a fait ça, ça, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas possible. C'est pour ça que dans l'univers, on n'épouse pas tout l'univers. On peut pas en sortir, donc il n'y a pas de temps absolu. Se dire à tel moment, à Sirius, le type il est en train de boire le café, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas un tour référentiel. Ou alors il faudrait, le seul qui puisse dire ça serait éventuellement une divinité qui embraserait tout d'un regard. Là, il peut te dire oui, à tel moment, toi tu fais ça et lui il fait ça. Sinon, ça n'a pas de sens puisque tu n'as pas l'information. Donc les limbes, ça caractérise quelque part, c'est un trou noir. C'est comme le trou noir, sauf que là, ça construit, mais ça se délite un petit peu, si tu veux. Hein. Tu vois les immeubles, tout ce qui se fait se délite un petit peu. On appelle ça les limbes. Le lieu qui n'existe pas, c'est en train de se déliter. C'est comme si, lorsque tu vas tout en bas, il y a un truc qui transforme tout ça en rien et qui te le fait arriver par en haut. Je sais pas si tu me comprends. Bah, dans un des niveaux, voilà, au début du film, tu retrouves Saito vieux et à moitié sénile. C'est qu'en fait, l'opération s'est mal passée avec Fisher. Fisher avait déjà entraîné son cerveau à empêcher une implémentation, une inception. Donc, à l'intérieur de son cerveau, lorsqu'il crée le rêve partagé, ils le font rentrer pour implémenter l'idée. Il se retrouve avec une équipe de sécurité qui les mitraille, qui les pourchasse. Il se balade d'un niveau à un autre et à un moment donné, il retrouve Saito dans un autre plan, vieux. Le temps a passé, il est à moitié sénile. Et c'est ce qu'on voit au départ. Il faut qu'ils le récupèrent pour tous les ramener au réel, parce que tu peux aussi, d'ailleurs, les limbes servent à ça, elles servent aussi aux esprits dont le corps a lâché là-haut, qui n'arrivent pas à regagner leur corps. Ils se baladent dans les limbes, en attendant d'être recyclés. C'est une sorte de corbeille, ou une sorte de trou noir surtout. Ce qui est marrant aussi, dans le film, il y a une équipe. Saito, c'est celui qui paye, le producteur. Comme c'est le réalisateur. Ariane qui apparaît, c'est le fil d'Ariane, elle essaie de le sortir de son dédale mental, mais c'est aussi elle qui scénarise, parce qu'elle va l'aider à faire ses rêves. Fischer, c'est le pigeon. Ça me fait penser à la récolte de Jésus des 153 poissons, c'est le poisson. Youssouf, celui qui fait les dosages, c'est Joseph. Joseph avait le don d'interpréter les rêves. Bref. Mal, c'est pas Mel, c'est M-A-L. Tout est dit. Saito, c'est le producteur. Lorsqu'on regarde bien, certains personnages de cette équipe ressemblent à une équipe de tournage. Une équipe de tournage qui fait un film. Qu'est-ce qu'un film si ce n'est un rêve partagé? La différence entre un film et un livre, c'est qu'un film, c'est un rêve partagé par plein de gens, dont l'inconscient est ouvert. D'ailleurs, on profite de ce moment de détente pour placer des pubs. Dans ton cerveau, dans ton inconscient, on a tenté plein de trucs. Ça marche pas, c'est temporaire ou pas. Qu'est-ce qu'un film, regardé au cinéma ou à la télé par tout un tas de gens, si ce n'est pas un rêve partagé et une tentative d'implémentation, voulue ou non voulue? Qu'est-ce que cette inception qu'on nous glisse? Ben, par mimétisme, tu vois plein de gens qui vont s'identifier à des héros, qui vont s'habiller. Je sais pas, le jour où il y a eu le film Les 5 éléments, euh, après tu as eu 3 milliards de Lilou qui se croyaient tout original. Tu vois? Non, 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 attends. Ouais, je me fous de leur gueule, et ben alors. Il y a des héros qui s'appellent Rayad, t'en trouves pas beaucoup par contre. Euh, non, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est une implémentation d'une idée, c'est une inception. On t'a mis une idée, la mode, le mimétisme. Tout être humain s'identifie à des principes. Si c'est pas à des héros, si c'est pas à des coupes de cheveux, si c'est pas à des styles. Après, quand tu grandis en principe et que tu es un peu mature, ce qu'on ne voit plus d'ailleurs, tu as ton propre style et tu identifies de moins en moins à des gens, mais tu identifies de plus en plus à des causes, à des idées. Bon, ben, c'est vrai qu'on est maintenant à une époque où les gens, ils ont 45 ans et continuent à avoir des coupes R&B, où le mec continue à s'identifier à des héros de films pour enfants, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Ce que je veux te dire par là, c'est que quelque part, il y a une analogie, il y a une forte allégorie entre le film et ce que nous vivons nous-mêmes. Tout ce qu'on nous met dans la tête, que ce soit un clip, un film, ce n'est ni plus ni moins l'audiovisuel. Un livre, tu prends un livre, tu lis un livre, tu es tout seul. C'est toi qui fais le rêve. Et tu es dans ce rêve. Et tu lis le bouquin. Oui, le bouquin va t'influencer aussi, on est d'accord. Il y a aussi une forme d'inception, mais tu es tout seul.
Là, si on veut faire l'analogie, puisqu'ils sont plusieurs à se mettre dans un rêve, eux rentrent dans la tête de quelqu'un pour lui piquer ses secrets ou pour lui mettre une idée. La télé, c'est pour te mettre des idées d'achat, des idées de ci, des idées de ça. Voilà, finalement, tu as de l'action, mais en même temps, tu t'aperçois pas que toi, tu vis la même chose. Alors la question, elle est simple. Si on peut te glisser des idées et influencer ton comportement, ton libre arbitre diminue. Si en plus, regarde, tu nais enfant, on t'éduque. Selon la famille, selon le pays, tu auras tel ou tel truc, et en fait, tu t'aperçois. En fait, les gens qui se disent je suis ça, moi je suis ça. En fait, c'est juste, t'es prédestiné. Si t'es tombé là, t'aurais été là-bas, t'aurais été là comme là-bas. T'es jamais sorti du sillon. Ce que je veux dire par là, c'est quelque part le libre arbitre, il est où dans ton éducation? Non, tu la choisis pas. C'est pas, et puis c'est pas possible. Hein. C'est pas une critique. Tu es dans une société, les influences que tu as, les inceptions que tu as, tout ça et tout, fait que finalement, la vraie question, elle n'est pas de savoir si tu existes et où tu existes, parce que de toute façon, où tu existes, que ce soit vrai, pas vrai, comme tu l'entends toi, tu vas te prendre un coup de pioche dans la tête, tu te prendras un coup de pioche dans la tête, hein, tu sais, une simulation ou pas, t'as mal pareil. Donc c'est pas ça la question. On se fourvoie. Non, la question c'est finalement, je suis rien du tout, je suis un automate. Elle est où ma part de je décide tout seul? Même quand je crois décider tout seul, en fait, quelque part, je ne sais pas. Il y a une expérience célèbre hein, sur le cerveau. J'arrive plus à retrouver le lien. Qui n'a pas d'explication. On s'aperçoit que ta pensée, elle arrive bien avant que tu la penses. Elle arrive d'ailleurs, puisque ton corps se prépare à cette pensée-là. Bon, pour te la faire rapide. J'ai toujours pas trouvé. Allez chercher expérience cerveau AMS. Ou ouais, AMS. Zone AMS. Un truc comme ça. Qui nous fait dire qu'on est peut-être des pantins ou des avatars et que c'est quelqu'un qui pense avant nous, qui lance le truc, le corps se prépare et entre les deux, c'est nous pensons. Voilà, je te l'ai dit l'autre fois, mais je te le redis là. Non, la question, elle est simple, hein, du libre arbitre, parce que si tu n'as plus de libre arbitre, ce que tu vis, c'est pas toi qui le vis, qui a décidé de le vivre, donc tu n'es plus rien, tu n'as même plus tes souvenirs, tes expériences, c'est pas tes souvenirs, c'est pas tes expériences. Qu'est-ce que tu es? Un être conscient de n'être rien du tout. Voilà ce que te dit ce film. Ça fait penser, ça interpelle un petit peu, ça nous fait penser à toutes ces expériences, MK Ultra, Monarch, toutes ces expériences de travail de l'esprit, mais on peut aller plus loin, mais à l'armée, on casse ton individualité pour que tu puisses être dans un tout. Ce qui est normal, hein, je veux dire, t'as pas le temps il n'y a que moi, et non, ça marche pas comme ça l'armée, puisque c'est un grand tout, c'est ce qui fait cette cohésion, qui fait que tu puisses gagner. Si tu te mets à discuter, et puis ça marche pas. Mais c'est quand on rentre dans ton cerveau, d'une manière ou d'une autre, en tout cas même si on le travaille de l'extérieur, tous les travaux de déprogrammation, dans les tortures, on essaie de te casser déjà de l'intérieur. Les vraies tortures, c'est pas les grands coups qu'on te met, tout ça, parce qu'au bout d'un moment, ton corps, c'est comme si voilà, tu ressens plus, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il se coupe de ton corps. Voilà, tu le sens plus les coups. Non, c'est te briser. Allez voir un petit peu tous les récits d'anciens prisonniers occidentaux au Vietnam, ou même ceux d'Indochine, très peu sont revenus, on les a brisés. Comment? C'était pas un coup, c'était des privations et c'était un travail mental. Allez voir ce qu'on appelle les tortures à la chinoise, c'était un travail mental. Allez voir les camps de redressement. Mais tout ceci, en fait, je pense à tout ceci lorsque je vois ce film. Les actions sur le mental des gens. Il n'y a pas de rébellion, je veux défendre le système. C'est le gars, il fait un travail sale, il continue à être dans le système pour essayer de récupérer ses enfants et de revenir dans le système. Vous voyez, c'est tout sauf un film de rebelle, c'est plus un film de rédemption. Alors, Nolan s'est inspiré de Matrix, de Passé virtuel, il le dit, de Dark City, d'Alice au pays des merveilles, comme d'habitude, mais aussi de Picsou, de films d'animation comme Paprika de Satoshi Kon, Picsou, Le vol des secrets. Dans un des Picsou, je crois que c'est la drôle de vie ou la belle vie, il crée un rêve pour introduire quelqu'un, lui piquer ses secrets. Bon. C'est un film ontologique, certes, qui interroge sur l'existence, à savoir quel est voilà, le réel, l'existence, mais c'est surtout un film qui parle du libre arbitre,
qui dit pas t'existes pas, si t'existes. On s'intéresse pas à Dieu ici, Cobb, c'est Cobb Dieu. On s'en moque ici. C'est lui qui crée les plans de mise en abîme. C'est lui le démiurge, l'homme démiurge. On s'intéresse surtout à... On s'intéresse pas tant aux responsables où on est, on s'intéresse à la nature même des créations. Et qu'est-ce que je pourrais te rajouter de plus? Donc l'extraction, l'inception, on dirait une circulation énergétique en plus. Hein. Ah ouais, t'extrais, tu mets des trucs. Dans un rêve, c'est quoi? C'est un sas vers autre chose, le rêve. Au final, c'est un film d'information, comme d'habitude. C'est encore une histoire d'information. Dans la série de prisonniers, ils veulent des informations. Dans Dark City, ils veulent des informations. Dans Matrix, ils lui disent qu'il a des informations, qu'il a un savoir, qu'il doit faire un choix. C'est toujours une histoire d'information. Ils veulent des informations. Donc voilà, c'est un film qui est une combinaison de plusieurs tout qui en forme un film est une combinaison de plusieurs tout qui en forme un supérieur. Et là, c'est un film qui développe plus une idée qu'un concept. Une idée moins générale qu'un concept. Tu peux avoir l'idée de la faim et tu peux avoir le concept de la malnutrition qui va regrouper d'autres idées. Tu vois. Ce film me fait penser aussi à ce que disait Lao Tzu, il me semble. Hein. Il me semble que c'était lui qui parlait d'un papillon qui vole et qui en fait c'était un homme qui se réveille, mais est-ce que c'est l'homme qui se réveille d'un rêve où il voyait papillon, ou est-ce que c'est le papillon qui rêve d'être homme? C'est toujours pareil là. Mais là c'est une interrogation sur le réel. Moi je dirais plutôt est-ce que c'est moi qui fais... Si t'as pas de libre arbitre, t'es pas responsable. Non, c'est ouais, non, mais je suis pas en train de branler une mouche là. C'est que c'est important. Si t'as pas de libre arbitre, t'es pas responsable. Si t'es pas responsable, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Non, on a plus des concepts géométriques. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Avec Matrix, on avait simulacre et simulation, qui est aussi le titre d'un livre de Jacques Baudrillard qui a toujours dit qu'il ne partageait pas les idées de Matrix et que son livre ne voulait pas dire ça, soyons honnêtes. Après, L'homme et les archontes avec Dark City. Après, L'homme au cube de Passé virtuel, parce qu'il se retrouve à 3 étages différents dans Passé virtuel. Hein. Il est en bas à Los Angeles en 1910 et il est dans les années 90 et puis 99 et puis il se retrouve aussi en 2050 sur un troisième plan. Enfin, le gars qui l'a créé d'ailleurs. Et à qui prend la place et la meuf. Là, on a l'homme et ses univers. L'homme des murs, j'en ai. C'est plus voilà, comme ça que je vois le film. C'est un film relativiste, il n'y a aucun absolu. On ne sait pas si la dernière base, la réalité, c'est la réalité ou c'est encore un niveau de rêve. Ici, la manipulation, elle est beaucoup plus vicieuse que dans Matrix, car ce sont des humains qui peuvent faire ça. C'est pas Dieu qui manipule, c'est des humains. Cobb, c'est un humain. Ariane, c'est une humaine. Est-ce que nous pensons librement ou est-ce qu'on est le réceptacle de pensée des autres? Auquel cas, on serait des robots programmés et on serait juste des supports. Ce que dit la même éthique. Alors, voilà comment on va procéder. Moi, j'ai comparé les films. Par exemple, le héros. Dans Passé virtuel, c'est un innocent qui est accusé de meurtre. Dans Dark City, c'est un innocent qui est accusé de meurtre. Dans Matrix, on l'accuse d'un crime. C'est un crime. Un crime, c'est pas un meurtre. Un crime, c'est une classe d'infraction. C'est un hacker qui est manipulé, mais qui est rien et personne, quoi, mais qui est manipulé. Ça reste un peu un innocent. Dans Inception, il est accusé de meurtre. C'est un innocent. Les 4 reprises, on les accuse. Alors, Passé virtuel, c'est un innocent, c'est un naïf. Dark City, c'est un naïf à la base. Dans Matrix, c'est un hacker, il se pose déjà des questions. Quant à Inception, c'est un extracteur. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben voilà, le premier, dans Passé virtuel, c'est le fils de son père qui se fait manipuler. Dans Dark City, c'est le Christ qui se fait manipuler. Dans Matrix, c'est le Christ qui se fait manipuler. C'est des films christiques. Et dans Inception, c'est lui qui manipule. Il ne se fait pas du tout manipuler.
Dans le passé virtuel, on a trois plans, puisque le héros s'aperçoit qu'il est lui-même dans une simulation, alors que lui-même a créé une simulation. Et il s'aperçoit que celui qui le course et qui veut sa peau, c'est lui-même, qu'il n'est juste que la projection. Voilà. Et au final, il réussit à remonter et à tuer l'autre. Enfin, c'est la femme de l'autre, parce que l'autre est devenu un démiurge fou. C'est marrant. Ça rappelle les légendes sumériennes. Oui, non, les légendes gnostiques qui parlent de. Enfin, les mythologies gnostiques. La mythologie gnostique qui parle de Yahoo comme un dieu fou. On pourrait parler d'Azathoth aussi, qui est un dieu dans une spirale, dans un abîme qui vit. Vous voyez, on retrouve toujours ces mêmes références géométriques. Donc il y a trois plans, il n'y a aucune limite en vue. On ne sait pas s'il n'y a pas des cimes au-dessus et des cimes en dessous. Hein. C'est ce qu'on appelle des plans alignés. Il y a une géométrie, c'est des plans alignés. Et emboîtés. Parce que tu pourras avoir un plan aligné et avoir deux cimes en bas. Voilà, donc tu vois, là on a un alignement. Dark City, c'est le plus austère. C'est très simple. Il y a une sorte de ville préfabriquée et autour, il n'y a rien. Et c'est un film très allégorique. Il n'y a que le vide de l'espace, le néant. Et la ville qu'on te montre, ça peut, on peut aussi se dire c'est une cime. Hein, tu sais, il n'y a rien au-delà, il n'y a pas de limite. Tu vas dans Second Life, tu n'as pas de limite. Tu vas tout le temps, il y a tout le temps du paysage, tu reviens en arrière. Enfin bref, voilà. Un monde non borné, peut-être fini, mais non borné. Alors c'est marrant, un infini dans infini. Un infini dans infini. Si, c'est possible, c'est possible. Tout est possible. Avec Georges Cantor, tout est possible. On est dans les maths là, puisqu'on est dans le fractal, dans l'imbrication des plans, dans l'autosimilarité des plans, dans des infinis dans des infinis, une hiérarchisation d'infinis. Et oui, théorie des ensembles, hein, pour ceux qui... Dark City, donc un plan, le vide de l'espace. Matrix, c'est trois mondes, même plusieurs, mais parallèles, dans ce qui semble être le même sac. Hein. C'est des mondes parallèles. Pas parallèles, orthogonaux. Ils se coupent à un moment donné, puisqu'on peut par téléchargement les rejoindre. Donc ils ne sont pas franchement parallèles dans le sens où les parallèles ne se rejoignent jamais. Dans Inception, tu as 5 niveaux. Comme Matrix sont parallèles, là ils sont à nouveau alignés. Et là c'est aligné emboîté. Là il n'y a pas de deuxième rêve à côté. Ils sont, voilà, ils sont. S'il crée un niveau de rêve, il sera en dessous du niveau de rêve où il l'a créé. Il y a le plan créateur et le plan créé. Tu vas te dire pourquoi je te raconte tout ça, parce que c'est important. Parce que là, moi, je vois des choses, je vois de la géométrie. Puis on voit jamais à côté, quoi. On voit toujours en haut, en bas. Aussi, on voit à côté, mais juste à côté. Mais on voit pas, tu vois. Moi, j'aimerais. Là, ça me fait penser, regarde, gars, c'est des plans imbriqués comme entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est des plans imbriqués. Ça te fait penser à un bâtiment. Dans Matrix, c'est des bâtiments. Quand on te montre le monde de la simulation, le monde de l'illusion, le monde dans lequel tu vis, on te montre un bâtiment. Dans Cube, on te montre un bâtiment avec des sous-sols, des étages, etc. Voilà, moi, j'aimerais connaître le quartier. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas rester dans le bâtiment. Maintenant, si tu peux pas sortir du quartier, quel est l'intérêt de se rebeller voilà, si tu peux pas sortir de l'écran, l'intérêt, voilà, comme je disais l'autre fois, la vraie rébellion, elle est peut-être pas de se rebeller, là. Se rebeller pour finir dans le Nabucodonosor, c'est la loose, hein. Ça a été testé chez Emmaüs. Non, ce que je veux dire, c'est complètement con de se rebeller pour se rebeller. Voilà, c'est une rébellion sans cause, c'est une connerie. S'affranchir, pourquoi? Tu peux pas non plus. C'est comme si, quelque part, regarde, si tu es dans une simulation, que tu ne pourras jamais quitter la simulation, because, je ne vais pas te l'expliquer, c'est comme si tu as 2 ans et tu veux t'affranchir de ton père. C'est stupide. Posez-vous aussi la question, la rébellion, quelquefois, c'est de ne pas se rebeller, justement. Dans le passé virtuel, on a des pensées qui pensent, systématiquement. Et oui, parce qu'ils sont censés être conscients et avoir un libre arbitre. Mais subir des influences de là-haut, mais avoir un libre arbitre. Sinon, le héros qui était dans le plan intermédiaire, il n'aurait jamais pu battre celui du dessus s'il n'avait pas de libre arbitre. C'est sa pensée. C'est marrant, hein. Dans la prière du proto-père et même dans tout ce qui est gnostique, on te dit il y a quelqu'un qui a pensé, quelqu'un qui a fabriqué. Mais ça peut être un type qui a développé un ordinateur qui a créé une cible qui est le monde. Le dieu de l'ordinateur, c'est le démiurge, c'est celui qui fait tourner, c'est le grand ordinateur qui fait tourner tout et qui donne le tempo. Et le penseur serait au-delà. Vous verrez, il y a toujours un dieu penseur qui pense et un dieu avec le verbe qui crée, avec la vibration. Bref, là, on a des pensées qui pensent dans le passé virtuel. Dans Dark City, on a une pensée qui se rebelle, qui sauve son monde. Alors qu'il n'a rien demandé à la base. Hein. À la base, il faisait son affaire et puis il s'est réveillé, on l'accusait de meurtre de prostituée. Dans Matrix, on a encore des pensées qui pensent.
Et dans Inception, c'est des pensées qui pensent. Hein. C'est pas des corps qui font. C'est pas un ballet. C'est pas des corps qui dansent. On revient toujours à la pensée. La pensée, qui est le personnage, et le verbe qui permet le décor. Ça vient d'arriver, tu vois, comme quoi ça sert. Le temps, c'est pareil. Hein. Le temps, il n'est pas conçu comme le temps, l'absolu temps. Dans passé virtuel, le temps, il est considéré comme une durée. Il a 2 heures. Il met un minuteur de 2 heures pour remonter. Parce que le monde du bas, ils sont en train de le tester. Il n'est pas encore forcément stable. Et au bout de 2 heures, s'il ne peut pas remonter, son esprit va être bloqué en bas, hein, dans des unités créées. Et son corps restera là-haut, dans le coma ou en transe. Dans Dark City, le temps est considéré l'analogie d'une vie. Chaque journée de 24 heures, c'est une vie. Et il leur change les vies tous les 24 heures pour symboliser la réincarnation. Dans Matrix, le temps, c'est un tempo de processus. Vous avez vu comment marchent les ordinateurs, c'est des cycles dans des cycles dans des cycles. Nous, c'est pareil. Hein. Des secondes, dans des heures, dans des jours, dans des semaines. C'est des cycles, tout ça, hein, qui sont les uns dans les autres. Hein. Dans des mois, dans des années, dans une vie. Peut-être plusieurs, je ne sais pas. Donc, passé virtuel, on a une durée de temps plus ou moins linéaire. Dans Dark City, elle est cyclique. Dans Matrix, elle est cyclique. Dans Inception, on est dans le cycle linéaire, pardon. C'est variable selon le plan, mais on a plutôt une vision linéaire. C'est important. Il y a 2 visions du monde, la vision cyclique, la vision linéaire. On peut les lier, ça donne une vision cycloïdale, la roue d'un vélo. J'avance, mais en même temps, il y a des cycles. C'est un peu notre vie, voilà, pour te donner une idée. Notre vie, ça aurait pu être un temps linéaire, de 0 jusqu'à 8 milliards de secondes, par exemple. Une ligne droite, tu l'imagines. Mais c'est un temps cyclique. Tu fais des petits cycles qui forment des grands cycles, qui forment des plus grands cycles. Et qui forment la grande année, ta vie. Est-ce qu'il y a un fractal? Oui, dans Passé virtuel, tu as 3 plans. Dans Dark City, non, c'est le plus austère. Hein. Dans Matrix, il y a une fractalité, puisque dans la sim, elle s'est personnalisée en tant que métacortex qui fait des softwares, et qui représente en fait la matrice et l'architecte aussi, hein, quelque part. Le patron de métacortex symbolise l'architecte. Donc il y a une fractalité, il y a la répétition sur 2 plans d'un même type de construction. C'est marrant parce que tu regardes bien finalement si Dieu a tout créé et qu'il envoie le Fils de Dieu, c'est-à-dire une personnification de lui-même dans sa propre création dans laquelle il est, c'est exactement la même chose. Il crée un monde il crée un monde qui est lui-même et dans lequel il se projette et il envoie une personnification de lui, il peut tout faire. Vous voyez? Bon. Et dans Inception, c'est une durée. On a des approches de temps qui ne sont pas absolues. Ce sont des films relativistes. Il n'y a pas de temps absolu. C'est une durée, c'est un tempo. Ça représente plus une vie, c'est-à-dire une durée, encore une fois. En fait, ça représente 4 durées. Dans Inception, c'est fractal, hein, les plans, autosimilarité des plans, hein, on retrouve toujours le même monde dans chaque plan. Donc on a vu, oui, donc c'est un film qui traite bien évidemment du libre arbitre, c'est un film physique, c'est un film mathématique, hein, on parle des infinis mathématiques, on parle de géométrie, on a une vision géométrique. On a parlé du penseur et du fabricant. Mais alors imagine, si à chaque fois que tu crées quelque chose, c'est une création, c'est un plan d'existence, finalement, tu crées une treille de monde. Chacun crée un l'autre. Une treille, quoi, ou des buissons de monde, quoi. Déjà le nôtre, c'est un buisson, tous les livres, c'est des créations. Oui, un plan d'existence, un plan où existent des choses. Un livre, un plan d'existence. Cette table est un plan d'existence sur laquelle existe mon téléphone, les 2 verres, les clopes, le sandar, tout ça. Soyons précis avec les mots. Moi, je ne suis pas précis avec les mots, mais je vous demande de l'être beaucoup plus quand on aborde ces termes. Voilà, c'est réel. On s'en fout de savoir si je suis dans un rêve ou pas, c'est réel. Je vis réellement mon rêve. D'ailleurs, qu'est-ce qui le vit toujours? C'est l'esprit. Vous voyez ici, dans les 4, on ne parle pas d'âme, on parle d'esprit. L'âme, c'est l'énergie, ce qui t'anime, ce qui t'appartient. Si t'es dans une matrice, ce qui t'anime, c'est l'architecte, hein, même matrice. Là, on voit du parallélisme, on voit de l'orthogonal, on voit... Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Les noms, ouais, Neo, John, Cobb, je sais pas, après bon, il n'y avait pas trop de... Il n'y avait rien à gratter là-dessus. Mais je pense que c'était intéressant de les comparer.
À la limite, est-ce qu'il faut comparer avec Existence, qui est un très bon film, mais c'est des plans de plans de plans, et à chaque fois qu'il se réveille, c'est marrant, ça me fait encore penser une fois, ouais, je sais, je dis toujours c'est marrant, mais ça me fait penser au gnosticisme et les 7 ciels. Dès que tu transperces un ciel, t'en as un autre. Non, c'est pas chez les gnostiques. Les gnostiques te parlent de 7 mondes. Non, mais ils te parlent de 7 ciels, ouais, 7 firmaments. Parce qu'ils sont peut-être alignés, ces mondes. Le 7e étant le nôtre avec l'archon de Satan, qui nous limite, qui nous divise et qui gère. À la fin, Saito respecte sa promesse. Ils ont réussi à implémenter l'idée dans Fisher. Fisher démantèle, va démanteler, parce qu'il pense, parce que dans le rêve, on lui fait croire qu'il y avait un testament secret, un deuxième testament de son père, et dans ce testament-là, son père lui dit, fais ta vie, laisse tomber toutes ces conneries, démantèle tout ça, profite, patati, le bonheur. En fait, c'est juste une manip. Donc Fisher démantèle, Saito est content. Il passe un coup de fil aux USA, on ne le voit pas faire un moment déduit, donc il peut rentrer aux USA. Donc la fin du film, c'est il est devant les douaniers, il arrive, il y a ses enfants qui l'attendent, et tout le long du film, on voit sa femme, la personnification de son remords apparaître, mais on voit aussi ses enfants, toujours la même scène, mais on les voit de dos. Au moment où ils vont se tourner, ils disparaissent. Donc l'allégorie de ces enfants qui le fuient, enfin pas eux, mais la situation qui fait que ces enfants le fuient. Et à la fin, on voit les enfants qui l'attendent de l'autre côté, le douanier qui tamponne le passeport, qui le salue, ça passe. Le type qui s'occupait de ses enfants, je crois que c'est son beau-père qui les a récupérés, et qui a fait le lien pendant tout le film. Moi, je te la fais vite. Et donc là, on se dit, ah, il est revenu au réel. Et on voit la toupie qui se met à tourner. Il n'a plus la bague, donc il s'est déjà débarrassé du fantôme de sa femme, de la culpabilité qu'il avait. Ça ne veut dire que ça. Ça ne veut pas dire qu'il est revenu dans la réalité. Et la toupie qui tourne, certes, elle commence à vaciller, oui, c'est vrai, en physique. Mais pourquoi Christopher Nolan a voulu laisser la fin comme ça? Il ne nous a pas permis de voir si elle vacillait ou pas à la fin, sachant que si elle vacillait, ça veut dire qu'il était dans son réel. Quand bien même elle vacille, elle tombe cette toupie. Qui te dit que c'est son réel, parce qu'il y croit, mais qui te dit que ce réel-là n'est pas aussi un niveau de rêve? Donc finalement, la base réelle, on n'en est pas sûr. Elle n'est que déclarée. Mais en même temps, on te suggère que peut-être qu'elle n'est pas aussi réelle que ça. Sinon, on ne ferait pas la scène de fin. Dans Matrix, c'est pareil. On ne sait même pas. On ne sait même pas s'il existe une réalité au-delà de l'architecte. Dans Dark City, bah, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait, le type? Est-ce qu'il prend tout le monde dans sa camionnette et il se barre sur Terre? Non. Tu as les eaux, le soleil, les eaux. C'est très christique, les eaux, la mer, Marie, il est avec la femme qui symbolise Marie aussi. Il est là, lui c'est le Christ, et la ville se transforme, la lumière arrive et c'est la même ville. Il reste dans la même ville parce qu'il n'y a rien au-delà, il y a le vide de l'espace, ça veut dire qu'il n'y a rien au-delà de la cime. Base réelle, il est dans une base réelle. C'est pas une cime. Ça pourrait être considéré comme une cime, mais il n'y a rien au-delà. On ne voit pas au-delà. Dans Passé virtuel, on voit quoi? On voit des mondes qui se superposent, mais pareil, où s'arrête la limite, où commence la limite, où est la réalité. Dans les 4, moi, je n'ai aucune certitude quant à la réalité. Est-ce que la réalité existe ou pas? Ce que j'appelle la réalité, c'est un absolu. Mais quand bien même il y aurait un absolu au-dessus d'eux, en fait, comment je peux savoir si c'est un absolu? C'est-à-dire que ça serait l'unique plan et il n'y aurait plus rien au-dessus? C'est compliqué. C'est pour ça que cette question sur la réalité, on s'en fout, en fait. Voilà, on se fourvoie, tout est réel, tout ce que tu vis. Ce qui est marrant aussi, c'est que par exemple dans Matrix, on parle de récolte. Ils sont en train de prendre des humains, de leur traire de l'énergie. Quand tu vas prendre du lait à une vache, tu ne parles pas de récolte, tu parles d'une traite. Là, on parle de récolte. Comme si les humains, ça c'est dans Matrix, c'était un champ de culture. Là, c'est un champ de cocons. En fait, c'est des cocons. On te les présente comme servant de pile. La pile, elle ne balance pas une récolte pour faire tourner ton appareil. Récolte, culture, champ, esprit. L'esprit est un champ où on peut cultiver des idées. On est dans la même éthique. Dans Matrix, il y a cette idée-là. Là, c'est pareil. L'esprit on crée un rêve dans l'esprit, on crée un champ bien particulier pour soit y planter une idée, soit y récolter une idée. C'est marrant cette approche des idées. Comme si c'était des légumes.
Et donc l'important, c'est l'esprit qui est un champ qui donne naissance. Dans Matrix et dans Pouvoir Passé Virtuel, on ne quitte pas l'ordinateur. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans Dark City, il n'y a rien au-delà. La question ne se pose pas. Voilà, questionnement libre arbitre, relativisme limite, etc. etc. Moi, j'ai envie de finir en parlant d'un truc. On va finir sur une réflexion, encore une fois. Si notre esprit, qui est censé être vivant, est assimilé à un champ, quelque chose d'inerte, mais en même temps qui est inerte, tant qu'on ne plante pas quelque chose, sinon l'association des deux fait pousser un truc, un troisième truc. Ton esprit est une matrice. Et oui, si tu rentres des données, il te sort autre chose. Enfin, il te sort des trucs. Là, tu mets une graine, tu as un arbre, tu mets une graine, tu as un fruit. Moi, j'aimerais revenir donc cette question sur enfin, sur cette discipline qui est la mémétique, qui inverse totalement notre manière de penser en disant que tous les plans d'existence, y compris le nôtre, sont des créations d'un mouvement qu'on appelle la vie, un mouvement qui est illimité dans le temps, qui est éternel, qui est hors du temps, illimité et infini, qui a un potentiel, qui adopte tous les substrats, c'est-à-dire ça peut être les rêves, ça peut être... voilà, il crée des plans à l'infini, des plans de plans de plans de plans, les rêves, les ci, les ça, en utilisant quoi? Bah écoute, à chaque fois, il crée, cette vie crée des supports. Ces supports portent des idées adaptées à ce support. Ça peut être un livre, il y aura des informations, ça peut être une cellule, ça peut être un atome. Et en fait, chaque support crée le support supérieur. L'atome crée, on va dire, la molécule qui crée la cellule, qui sera une nouvelle entité supérieure composée de plein d'entités inférieures. Vous vous rappelez la règle du tout, du petit dans le tout qui fait tourner le tout. On y est. Et encore une fois, on retrouve une fractalité. Ce qui a remplacé la cellule a constitué l'homme, qui l'a remplacé. Elle existe toujours, mais en tant que cellule dans un homme. L'homme est en train de préparer l'AI. Et cette race d'automates robots qui sera dirigée par l'AI. On peut le voir dans le film Transcendance de Nolan. C'est pas forcément pour un mauvais. Il n'y a pas forcément de mauvais but derrière, mais la mémétique, elle te dit qu'en fait, voilà, donc il y a la vie, il y a les idées. Cherche pas un endroit avec une capitale, machin. Essaye de ne pas raisonner en humain. Il y a la vie, il y a des idées, des concepts, de tous bords. Ces idées, elles vivent, elles s'allient, elles se reproduisent, elles peuvent se mouvoir, elles peuvent se reproduire, elles peuvent grossir. La seule chose, c'est qu'elles ne disparaissent jamais, elles sont éternelles. Mais il leur faut un plan pour apparaître. C'est un peu comme si c'était des graines qui seraient éternelles et il leur faut toujours un champ. Et le but pour elles, c'est d'être sur plein de plans pour pouvoir, plus l'idée est forte, plus l'idée grossit. Et plusieurs idées ou des idées complexes, ça donne ce qu'on appelle un méméplex. Ça démarre avec des mèmes, des bouts d'informations. Ça finit en méméplex. Le méméplex, c'est un ensemble d'idées qui donne des théories, des religions. Et il te dit que notre plan, en fait, nous avons été créés uniquement pour porter des idées plus élaborées, qu'on est le meilleur porteur. Et que nous créons le porteur qui sera encore meilleur que nous, qui sera moins limité intellectuellement, donc ça sera, vous voyez, c'est l'intelligence artificielle qui pourra travailler beaucoup plus vite que nous, qui permettront à d'autres idées de venir s'incarner. Ça rejoint les théories des muses, de l'inspiration, de tout un tas de choses. Ça rejoint aussi tous ceux qui te disent que les idées ne sont pas en nous, mais qu'elles viennent à nous, qu'elles sont dans l'air du champ, que nous ne sommes que des antennes qui captons. La mémétique, c'est fait par des gens très sérieux. Hein. C'est écrit, c'est Howard Bloom, c'est Dawkins, c'est tout un tas de gens. Hein. C'est des chercheurs, c'est des universitaires. C'est une théorie qu'on peut aussi c'est du néo-platonicisme, hein, c'est ni plus ni moins que le monde des idées et le monde des formes, le monde des sensibles et le monde des idées éternelles qui s'incarnent à un autre plan, qui fait que les gens qui sont les plus actifs vivent le plus longtemps, entre guillemets, ou en tout cas la meilleure vie sociale possible, parce qu'ils ont les meilleures connexions, parce qu'en fait le critère c'est de pouvoir faire tourner une idée. Celui qui l'a fait le mieux tourner, celui qui lui permet. Alors les idées s'affrontent, les idées s'annulent, les idées se combattent, elles ne meurent pas. Hein. Elles peuvent disparaître du plan, un peu comme la tuberculose, mais elles peuvent réapparaître. Ça, c'est la même éthique. Je vous l'ai fait rapidement, mais je vous l'ai fait beaucoup mieux que les gens qui lisent la quatrième page de couverture hein, et qui te racontent le bouquin alors que c'est un bout de... Bref. Les livres qui intéressants pour ce qui est de la mémétique, c'est
Le principe de Lucifer et le cerveau global de Howard Bloom. Commencez déjà par ça, vous allez voir, il y a 2500 pages, hein, les deux rassemblés, il y a 2500 pages, vous allez voir, ça va vous calmer, mais c'est passionnant, ça se lit, ça se boit comme du petit lait. Donc, moi, j'ai envie de finir sur ça, c'est-à-dire de s'interroger si vraiment, voilà, on se voit le centre du monde, comme le centre du monde, on voit d'une certaine manière l'univers. On la voit d'une manière anthropomorphique, centrée sur nous. Nous pensons être les personnages de la pièce, nous ne sommes que les décors de la pièce. Voilà, c'est tout. Nous ne sommes que les ordinateurs qui portons, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas nous, nous. On est là parce qu'elles veulent bien, parce qu'elles ont besoin. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont en train de nous inciter par le savoir et autres. Et on rejoint la connaissance, on rejoint le gnosticisme, on rejoint... C'est un monde dématérialisé après. Et puis tu as le, comme disait Platon, le monde... Là, je te parle d'idées, de concepts. Et moi, j'ai développé aussi ma petite théorie, parce qu'il parle toujours d'idées et de concepts, mais on parle jamais de principes. C'est très simple, pour construire une maison, il faut des briques, mais il faut les articuler selon un savoir-faire. Hein, voilà. Et dans mes livres, je parle beaucoup de concepts, de principes et d'idées. Il faut distinguer. Les principes, c'est ce qui lie. Tu sais ce qui donne tu sais ce que c'est l'énergie. Tu sais quelle est l'énergie dans un livre? Le verbe. Ouais, le verbe. Ben, enlève les verbes des phrases, gars. Réfléchis un peu. Ta phrase, il n'y a pas de sens. Elle évolue pas dans le temps. Elle change pas. Il n'y a pas de changement, pas de transformation. Le verbe amène le temps, amène le mouvement dans la phrase. Ben voilà, donc tu vois, nos règles à nous, on peut les retranscrire dans différents mondes, comme le monde du livre, le monde du film, etc. Et on retrouvera toujours les mêmes concepts, les mêmes structures. C'est pour ça que je t'invite à adopter le symbolisme et à voir tout en forme de concept. Tu verras qu'il y a plein de choses qui paraissent différentes et qui sont la même chose. Tu auras fait une collection d'objets. Je te fais un peu une théorie du groupe à la Évariste Galois, mais une théorie des groupes du pauvre. Voilà, 1h06 pour parler d'Inception, c'est déjà pas mal, hein, j'ai presque dépassé le film. Mais j'espère ne pas avoir été trop confus. Pareil, hein, je lis tous vos posts. Et puis on aura l'occasion d'en reparler, hein, pour certains, je sais pas, peut-être faire un live spécial sur ce genre de questions, mais pas un live, un hangout, faire monter des gens. Faut voir. Voilà. Donc je vais voir, hein, pour les prochains films, parce que là, finalement, je suis en train de me dire que existence et transcendance, je vais me répéter. Il n'y aura rien de plus à apporter. Peut-être qu'on va rester sur les 4, sachant que passé virtuel, je ne vous l'ai pas fait en vidéo, mais allez le voir. Voilà, c'est un type qui... Un type avec Anon Fuller, son père spirituel, qui, je te le fais vite fait aussi avant de quitter, qui gère une grosse boîte d'électronique, hein, en 99 dans une ville américaine, et finalement eux ils ont créé secrètement une simulation où les êtres sont conscients et sont dotés d'un libre arbitre dans cette simulation, et de temps en temps ils se plongent, donc ils en sont au début. Et Anon Fuller est exécuté, et on s'aperçoit finalement au fur et à mesure de l'histoire que le vrai type, le vrai héros en fait, il a... enfin, c'est la projection d'un type qui a un niveau au-dessus, qui a créé cette sim et qui s'est affolé quand quand il les a vus eux-mêmes créer une sim. Et donc, il a fait intervenir sa femme, tout ça. Vous allez voir, c'est très intéressant, très bons acteurs. Et ça traite aussi du sujet de la réalité, mais surtout du libre arbitre. Bon, la bise à toutes et à tous. Je vous remercie. Et tiens, et puis on va la mettre avant les drones et avant. J'ai fait une vidéo sur l'industrie de l'armement algérienne. Voilà, comme ça, il y en a qui arrêteront de râler. Hein, en plus, c'est intéressant. Donc, je vais peut-être essayer de l'illustrer. Allez, à tout à l'heure. Ciao.